Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 24, rencontre 17, Charles et Emmaüs Lemaki, semences et migration. On a enregistré cet épisode sur le plateau radio du samedi 5 octobre 2024 pendant les rencontres internationales des semences paysannes qui ont eu lieu à Antibes et qui étaient co-organisées par l'association SOL, le réseau semences paysannes et la maison des semences paysannes Maralpine. Et ce plateau radio était coordonné par Radio Tout-Terrain, une radio de la vallée de la Roya. La thématique de ces rencontres internationales des semences paysannes, c'était semences et migration. Et donc, j'ai voulu interviewer Emmaüs Lemaki parce que c'est une thématique qui les touche de très près, puisque, comme vous allez le voir, un collectif de personnes a formé le deuxième Emmaüs agricole de France autour des semences paysannes, de la transformation notamment de blé en pain au levain et puis de la production de semences potagères. Du coup, ce plateau radio, il était vraiment très proche du reste de la fête. Donc vous allez voir, on entend un petit peu la fête à certains moments. Et puis, il y avait aussi du vent. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bonjour Charles. Alors, je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous pour cet enregistrement un peu particulier du podcast Cultiver la biodiversité. Un podcast qui a pour objectif de sensibiliser les citoyennes et citoyens et aussi les professionnels du monde agricole aux enjeux de la biodiversité cultivée et de donner des clés pour agir en sa faveur. Donc on y fait des épisodes thématiques, mais aussi des interviews de personnes ou de collectifs qui agissent pour la biodiversité cultivée. Donc aujourd'hui, on est avec Charles Poilly de la communauté Emmaüs Lemaki. Et cette communauté, elle s'est créée pour transformer une ferme du Lot-et-Garonne en un lieu d'accueil pour les personnes en situation d'exclusion, au travers de la culture des blés paysans, de la transformation en farine et en pain, et de la culture de semences potagères et paysannes. Et depuis 2022, du coup, elle est la 124e communauté Emmaüs de France. Alors Charles, est-ce que, s'il te plaît, tu peux toi te présenter et puis présenter le projet Emmaüs Lemaki de manière assez rapide? Alors, du coup, voilà, moi je m'appelle Charles, je suis ingénieur agronome de formation. Je me suis installé en fait avec des copains dans le sud-ouest comme paysans. On a d'abord tous été un peu maraîchers. On est arrivé fin 2006 dans le sud-ouest. Voilà, après avoir longuement cherché des terres un peu partout en France, on a eu cette petite terre d'accueil là qui nous a fait un clin d'œil. On y a été un été, on s'est dit pourquoi pas là. Donc on s'est installé fin 2006 avec des copains. On a monté plusieurs fermes petit à petit. Il y a eu on a très vite lancé des activités culturelles, notamment un gros festival qui a accueilli beaucoup de woofers, woofeuses dont certains sont restés, ont eu envie de s'amuser un peu avec nous. Et du coup, assez vite, il y a eu tout un petit réseau qui s'est créé autour de cette première ferme. Pas mal de belles choses pendant 10 ans. Et en parallèle de ça, en fait, dès le début où on a commencé à s'installer, on s'est installé forcément en bio et très vite, en fait, nous, on est arrivé dans le maraîchage par le côté de la bouffe. Et du coup, tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on fasse des légumes un peu particuliers, qui ont du goût, etc. On avait vraiment ce truc-là, c'était hyper important pour nous. Donc dès le début, le maraîchage, on s'est tourné vers les semences paysannes et on a commencé à sélectionner, on a commencé à trouver des variétés qui allaient bien chez nous, qui étaient vraiment intéressantes. On a fait des partenariats avec des restaurants, etc. Et en fait, quand au bout de 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux céréales. Et je me suis dit, dans ces céréales, il doit y avoir forcément cette même diversité. J'ai commencé à fouiller un peu sur Internet, voir s'il y avait des choses
s'il y avait aussi des variétés anciennes en céréales, et je me suis rendu compte que j'habitais à 30 km de chez Berthelot et le CETAB. Donc je me suis dit, ah bah tiens. Et ça a été un peu mon entrée dans le réseau Semences Paysannes à ce moment-là, en fait, à partir du moment où j'ai rencontré Jean-François et Patrick, ça c'était en 2009 ou un truc comme ça, ou 2010. Alors là, Charles, il est en train de parler de Jean-François Berthelot et de Patrick de Cocheco, qui sont tous les deux des agriculteurs qui ont été à la base de la création du réseau Semences Paysannes et qui ont beaucoup milité au sein de ce réseau. À l'époque, il faisait une grosse rencontre internationale autour des céréales, en fait, qui s'appelait Renabio, et il cherchait un ingénieur du son pour gérer le truc. Donc ça a été un bon moyen de rentrer dedans. Voilà, je pense que par nécessité, ils avaient besoin de moi. Et du coup, ça a été facile de leur demander mes premiers blés pour pouvoir démarrer mon mélange. Et donc voilà, je me suis installé à ce moment-là comme paysan boulanger. On a fait tout un chemin avec le CETAB, le réseau, autour de la sélection, autour de la conservation, des mélanges de croisement, avec après toute l'équipe de l'INRA, d'Isabelle, etc., Isabelle Beringer, et Pierre Rivière et compagnie, toute cette petite équipe de chercheurs, chercheuses qui ont accompagné les paysans presque depuis le début du réseau Semences Paysannes. Et après, du coup, naissance du maquis, c'était je pense que l'élément un peu clé, ça a été l'assemblée générale du réseau de 2019, où en fait on a été invité par nos amis de Graines de Montagne. Donc l'AG avait lieu à Guillestre, à la frontière franco-italienne. Et en fait, au milieu de l'AG, il y a un petit collectif de gens qui proposaient de l'aide aux personnes exilées qui essayaient de traverser la frontière franco-italienne, qui nous ont un peu interpellés, qui nous ont dit voilà, en fait ce soir il y a 60 personnes qui traversent la frontière, nous on n'est pas assez, il y a plein de gens qui sont sous le coup de la justice, etc., qui pourront pas être là, c'est vraiment problématique, on a besoin de monde, et du coup voilà, on a besoin de vous, s'il y a voilà, quelques-uns d'entre vous qui peuvent nous prêter la main, et ben voilà. Et donc j'ai fait partie des gens qui ont levé la main. Je me rendais pas vraiment compte en fait dans quoi je me lançais, et je pense qu'aucun de nous en fait ne se rendait vraiment compte. Voilà, enfin on va la faire courte, mais on a passé une nuit blanche à jouer au chat et la souris avec les forces de l'ordre qui étaient en motoneige avec des chiens qui couraient après des gens. Enfin, ça a été vraiment traumatique comme expérience. Ça a été vraiment très très difficile, et ça nous a tous énormément marqué. Je pense tous les gens qui ont participé à cette nuit, on en a reparlé. Moi, je sais que pendant plusieurs mois, j'ai eu vraiment ce truc qui m'a tourné dans la tête. Et je pense qu'on se rend pas compte, en fait. Il y a que les gens qui finalement le vivent. Après, moi, j'ai discuté avec des gens frontaliers qui me disaient, nous, en fait, on n'a juste pas eu le choix, parce qu'en fait, il y a un moment où il y a un soir où t'as ton copain qui te dit tiens, tu peux venir filer un coup de main ou quoi, et puis après le lendemain en fait tu sais qu'il y a personne, donc tu sais que si t'y vas pas, potentiellement il y a des gens qui vont peut-être mourir ou quoi, donc en fait t'y vas. Et il y a vraiment un truc comme ça, et donc voilà, en fait on a du coup avec Patrick de Cocheco, avec qui j'étais associé à l'époque, on a commencé après ce truc là à accueillir des gens chez nous sur nos fermes. Et très vite s'est posé la question de what's next, quoi. Il y avait en fait on avait le droit d'accueillir, ça a été un soulagement pour eux sur le moment de pouvoir arriver à la ferme, et puis et voilà, de partager un petit peu avec nous la vie à la ferme. Mais en fait en gros on n'avait pas le droit de les faire travailler sur la ferme, on n'avait pas le droit de les payer. Il y avait aucune solution en fait administrative qui s'offrait à eux. Il y avait vraiment, enfin voilà, en fait on était face à une espèce de mur où on se disait en fait il n'y a pas de solution. Et c'est là qu'on a entendu parler d'Emmaüs La Roya, qui est la première ferme qui est rentrée dans le réseau Emmaüs comme communauté Emmaüs. Donc il y a différentes branches dans Emmaüs, on va faire vite, mais en gros dans la branche 1, la branche communautaire, avant les communautés étaient uniquement basées sur le bric-à-brac. Et là, c'était la première fois que Emmaüs France, le comité d'administration d'Emmaüs France, s'engageait dans une démarche agricole, agroécologique,
et permettait à une exploitation agricole de devenir communauté officiellement. Et donc voilà, on s'est dit super modèle, ça. En fait, les communautés Emmaüs, elles ont un agrément en fait de l'État qui s'appelle WACAS, qui permet en fait d'accueillir des gens sans distinction de sexe ou d'origine. Donc c'est un agrément qui permet en fait de donner un cadre tout simplement à l'accueil. Et ce cadre, en fait, il repose sur 35 heures d'activité. Donc dans ce cadre, en fait, on parle de 35 heures d'activité et pas de 35 heures de travail. Donc ça veut dire que du coup, il y a une obligation de présence, mais pas de résultat, en fait, pour les compagnes et compagnons qui sont accueillis. Et du coup, l'idée, c'est de les accompagner, en fait, petit à petit, leur faire découvrir des activités à la ferme, que je vous décrirai peut-être tout à l'heure. Et à côté de ça, du coup, sur ces 35 heures, sont aussi comptés 2 heures de cours de français par semaine, tous les moments où ils doivent faire des démarches, etc., pour pouvoir soit participer à leur régularisation, soit des formations, des choses comme ça. Ça peut rentrer dans ce temps-là aussi. Voilà, il y a c'est un accompagnement social en même temps qu'une phase, on va dire, d'insertion et de découverte d'activités. L'idée, c'est, il y avait une phrase au début d'Emmaüs qui disait aide-moi à aider. Donc c'est vraiment un peu ce concept-là, de se dire que ça permet en fait aux compagnes et aux compagnons de eux-mêmes participer à leur propre insertion et leur propre vie en communauté. Oui, tout à l'heure aussi, quand on parlait un petit peu en off, tu disais que dans ces 35 heures de temps d'activité, il y a aussi des temps de réunion collective pour échanger sur comment les compagnes et compagnons vivent sur la ferme, comment l'organisation se passe pour elles et eux. Et justement, est-ce que tu peux préciser un petit peu qu'est-ce que c'est le quotidien au final pour les compagnes et compagnons sur la ferme? La ferme, tu le disais, il y a une partie boulange, mais si j'ai bien compris, il y a aussi une partie semences potagères. Donc voilà, est-ce que tu peux nous préciser un peu tout ça, à la fois l'organisation et à la fois quel travail ils et elles peuvent mettre en place sur la ferme? Et du coup, c'est effectivement dans ces 35 heures hebdomadaires, quand j'organise les plannings, j'essaye de faire une semaine un peu équilibrée pour que chacun et chacune ne soit pas trop fatigué à la fin de sa semaine, réussisse à faire la balance entre des moments où du coup il y a de l'aide sur la ferme et il y a des moments où ils le passent un peu plus pour eux et pour leur devenir. En fait, il y a tout un tas, donc t'as parlé effectivement on a le conseil de vie communautaire qui se passe une fois par mois, qui leur permet en fait de faire remonter des envies, des besoins, qu'on parle ensemble en fait de notre quotidien, de savoir en fait qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, d'essayer de réfléchir à des solutions ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de parler des événements qui vont se passer le mois d'après, je sais pas, souvent en fait on est interpellé par d'autres associations ou d'autres des intervenants potentiels qui proposent un atelier ou une bouffe collective. Différents trucs organisés, et tout ça c'est bien de pouvoir se le dire ensemble, quoi. Et après en fait ils ont une réunion des compagnons qui elle aussi se passe une fois par mois, dans laquelle en fait qui est ouverte juste aux compagnons et compagnes, qui leur permet vraiment de discuter ensemble, de pouvoir dégager aussi des problématiques liées à leur hébergement ou liées à différentes problématiques qui traversent à ce moment-là et qui nous font remonter. Ça permet d'avoir peut-être quelque chose d'un peu moins descendant dans l'organisation. Et alors, pour revenir au lien aux semences paysannes, justement, alors comment on s'organise plutôt les temps de travail? Tu disais il y a de la boulange et de la production de semences. Effectivement, donc en fait à la base c'était quand même une ferme qui était tournée autour de la production de céréales, de farine et de pain. Donc la production de céréales, en fait on l'a complètement délégué à une entreprise de travaux agricoles parce que c'est l'utilisation de trop grosses machines, c'est trop dangereux. Il y a vraiment, en fait on garde juste l'aspect collection et l'aspect sélection, recherche un petit peu qui se fait où ça ressemble à du maraîchage finalement. C'est des toutes petites parcelles, c'est fait à la main, donc ça on peut le faire. Mais après
voilà, en fait, on est face à des gens qui sont dans une très grande diversité d'états psychologiques, de capacités, etc. C'est vraiment très difficile de laisser des machines aussi grosses et aussi dangereuses, à des gens. Ça fait partie des trucs qui nous ou d'un sens, je sens qu'ils ont envie d'aider, en fait, et ils aiment trop, en fait, conduire des tracteurs, forcément. Parce que c'est un peu le gros jouet, quoi. Mais en vrai, un tracteur, même si c'est lent, c'est quand même hyper dangereux, et tu peux vite casser beaucoup de choses, et voire te faire très mal. Et à terme, non, vous l'envisagez pas du tout dans un plus... Bah, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, peut-être avec certains compagnons qui resteraient plus longtemps, qui auraient vraiment envie de ça, qu'on pourrait accompagner vraiment vraiment longtemps sur la conduite et tout ça, pourquoi pas, hein, mais pour l'instant on s'est dit que le travail des champs c'était plus simple le travail des grandes cultures c'était plus simple de le déléguer, donc voilà. Par contre après en fait du coup toute la partie de triage, de stockage et de meunerie on le fait nous-mêmes. Donc là, il y a un des compagnons qui est référent meunerie, donc c'est lui en fait à qui j'ai passé le plus de savoir-faire autour de justement comment régler les moulins, etc., comment gérer les différents trieurs. Et donc tous les lundis matins, on se retrouve et du coup, il a une matinée pour organiser un peu sa semaine de meunerie, savoir quelles céréales il va passer au moulin, quels sont les besoins du fournil, etc. Et après, en fait, nous, on fait 3 fournées par semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi, avec des marchés, des biocoop, et voilà, des AMAP, différents modes de commercialisation. Il y a un salarié, en fait, qui va être, qui est responsable fournil, et donc qui va avoir vraiment la responsabilité de la qualité du pain, etc. Mais de plus en plus, en fait, il y a des compagnons et compagnes qui montent en compétences et qui sont dans l'absolu, si on sent qu'il y a une vraie volonté d'avancer dans le pain et que cette activité-là elle leur plaît vraiment, il y a 2 compagnons qu'on a accompagnés vers un CAP, et par exemple un compagnon, Aliou, qui est sorti de la communauté il y a pas très longtemps, avec ses papiers, qui est boulanger maintenant à côté de Limoges, et qui a son CAP en poche, donc voilà, on est très content pour lui. Après, en fait, ça c'est donc ces 3 fournées, à chaque fois en fait une fournée ça représente une bonne dizaine d'heures, donc c'est entre les levains et puis après le rangement, etc. Donc ça fait des gros paquets horaires un peu d'un coup, donc c'est un peu compliqué, ça déséquilibre un peu la semaine. Donc après voilà, le reste de la semaine est géré entre du coup l'activité maraîchage et production de semences, et dans les temps d'activité aussi, j'ai oublié tout à l'heure, il y a aussi tous les trucs du quotidien, c'est-à-dire le ménage des parties collectives, chaque midi ça tourne, en fait c'est soit un salarié soit un compagnon qui fait à manger pour tout le monde, donc ça aussi c'est compté dans leur temps d'activité. J'ai vu aussi que vous avez beaucoup été accompagné sur la partie potagère par des artisans semenciers qui existaient déjà et qui fonctionnaient déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qui est l'objectif à terme de la partie potagère? Comment vous l'organisez? Bah ouais, donc c'est vrai que si la partie boulange et céréales, elle était déjà c'était déjà un peu une routine, et le lieu il était déjà un peu fait pour quoi, toutes les infrastructures étaient déjà là. Il a fallu réfléchir en fait très vite. Quand on a réfléchi à un modèle économique pour la communauté, on s'est dit comment faire pour accueillir en fait 15 à 20 personnes à terme sur de l'agricole, parce que on sait tous que l'agriculture, et surtout l'agriculture paysanne, c'est quand même pas évident d'en vivre, et c'est pas évident de réussir à trouver un équilibre sur les fermes. Et là on s'est creusé la tête et on s'est dit il y a peut-être une solution qui serait effectivement la production de graines potagères, parce que pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a une bonne valorisation économique en fait de cette activité, mais aussi parce qu'en fait ça offrait la possibilité déjà de faire un travail hyper intéressant, parce que c'est pas juste de la multiplication dans sa châche, c'est aussi toute la partie sélection, et donc il y a une vraie montée en compétence sur plein de choses, sur de la gestion de bases de données, sur
c'est très très riche finalement, le monde de la production de semences, et comment faire marcher un établissement semencier, voilà, on touche quand même à beaucoup de choses. Et en plus, ça permet d'étaler le travail en fait dans l'année. Parce que souvent l'agriculture c'est des gros pics de travail au printemps, à l'été, un petit peu à l'automne, et puis après voilà, il y a un grand moment où il y a plus rien à faire. Et ça c'est compliqué dans une communauté Emmaüs parce que on est censé avoir une activité tout le temps parce que voilà, je pense qu'en plus même pour l'équilibre des gens qui sont accueillis et tout ça, c'est important en fait que voilà, qu'il y ait vraiment quelque chose de constant. Et donc l'hiver ça permet du coup d'étaler et de faire plutôt toute la partie post-production qui est liée à la semence, donc tout ce qui est les tris, les tests de germination, l'ensachage, l'expédition. Et en plus voilà, c'est vrai qu'en fait on est beaucoup dans l'équipe du maquis, on est quand même beaucoup des anciens du réseau semences paysannes, on a tous cette espèce d'appétence et voilà ce truc avec la biodiversité cultivée. Donc voilà, c'était vachement important pour nous en fait d'allier ces deux combats quoi. Et je pense que quand je me suis installé paysan boulanger en 2009 du coup, je pense que les combats du moment ils étaient plus autour de justement la gestion de la biodiversité cultivée. C'était le début justement de tout cet intérêt autour des semences paysannes au début des années 2000, etc. Il y avait tout ce côté un peu agriculturel aussi, ramener la culture à la campagne, et je pense que aujourd'hui en 2024 il y a vraiment d'autres aspirations et d'autres combats qui émergent et où là on se rend vraiment compte aujourd'hui que en fait faire de l'écologie c'est bien, mais faire de l'écologie pour qui et comment, et je pense que et je suis clairement pas le seul à le penser, je pense qu'il y a vraiment un truc en ce moment de réussir à allier social et agriculture et écologie en fait pour que justement on soit dans un monde sain, mais qui est effectivement une justice sociale, que tout le monde, qu'un maximum de monde puisse en profiter aussi de ça. Et donc voilà, cette idée d'Emmaüs, il était aussi dans cette démarche là en fait. Oui, effectivement. Et en plus actuellement là on est dans un contexte politique en France qui est vraiment très compliqué. Comment est-ce que vous vivez ces évolutions du contexte politique ? Est-ce que ça, d'un côté, peut mettre en danger, entre guillemets, le projet d'Emmaüs le Maquis, ou pas du tout ? Alors je pense qu'on n'en est pas encore à la remise en question du statut OACAS par le gouvernement, parce que je pense que de toute façon, en fait, le gouvernement, il faut se dire que s'il a donné en fait au réseau Emmaüs ce statut OACAS qui a permis en fait aux Emmaüs d'accueillir des gens sans papier, c'est pas par pure bonté d'âme, c'est qu'en fait finalement on est face à un gouvernement qui a plus les moyens qui ne se donne pas les moyens d'accueillir du coup tous ces gens, et en fait qui délègue à la société civile l'accueil par du coup tout un tas de stratagèmes, dont celui-ci. Et en fait finalement au travers du réseau Emmaüs c'est en gros utilisons nos déchets, nos poubelles et la récup de tout ça pour pouvoir gérer ce problème des sans-papiers qui sont à nos portes, dans les rues, et dont on sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, en gros, aujourd'hui, un sans-papier qui arrive en France, déjà, il faut qu'il ait pu s'enregistrer administrativement, etc. Donc pour lui commence un peu tout un chemin qui passe généralement par un an dans un CADA, mais en fait, au bout d'un an, il est si son droit d'asile n'est pas avéré, il se retrouve en OQTF, et là, c'est la clandestinité, c'est la rue, c'est des travails noirs, etc. Et aucune perspective d'installation ou d'une vie un peu stable sur le territoire. Alors qu'en fait, OQTF, c'est obligation de quitter le territoire, pardon. Et en fait, le réseau Emmaüs et le statut OACAS, il a ce truc, mais qui est un peu pareil, qui est un peu particulier aussi, où à la fois ça donne un cadre, donc en fait on déclare les compagnes et compagnons qui sont chez nous, donc ça leur permet aussi de pouvoir avoir des chiffres, de pouvoir donc on participe aussi un peu à ce truc-là d'une certaine manière. Il y a aussi un côté qui pourrait être un peu dérangeant là-dedans. Et mais voilà, du coup ils sont déclarés,
ils cotisent pour leur retraite, ils ont accès à une assurance maladie, etc. C'est aussi des droits qui leur sont ramenés grâce à ce statut-là. Mais et voilà, et en fait il y a cette espèce de promesse, mais qui reste voilà, discutable, que en fait au bout de 3 ans dans une association OACAS, normalement, en tout cas jusqu'à maintenant, il était possible d'avoir un titre de séjour d'1 an et une possible régularisation dans la foulée assez facilement. Et jusqu'à il y a pas longtemps, ça marchait dans 90% des cas. Donc très vite ça s'est su, et très vite la population d'Emmaüs elle a complètement changé. On imagine, moi je sais que quand j'étais petit, quand je rentrais dans les Emmaüs, c'était plutôt des gens de la rue, des anciens alcooliques, des gens mais c'était pas du tout le même public. Aujourd'hui, en fait, les Emmaüs, c'est à 85 ou 90% des gens sans papier. Il faut quand même se rendre compte de ça, quoi. Oui, effectivement. Et puis, là, tu disais que votre objectif, c'était d'accueillir une quinzaine de personnes à terme. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous n'en êtes pas encore à ce nombre de 15 personnes accueillies, mais chaque structure a vraiment une jauge. Et j'imagine que vous devez recevoir beaucoup plus de demandes que de personnes que vous pouvez accueillir sur la ferme, par exemple, là, dans votre cas. Évidemment, et je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à vivre en tant que responsable de communauté, c'est de devoir dire non à quelqu'un qui te demande un hébergement. Alors généralement, nous en fait, on a des places qu'on dit de passagers. C'est une place en fait qu'on laisse vacante et qui permet en fait de faire un accueil d'urgence si une personne frappe à notre porte et nous dit c'est vraiment très compliqué pour moi et tout ça. Et on lui offre du coup 15 jours chez nous pendant lesquels elle peut se retaper un petit peu, se reposer et essayer de trouver une place dans un autre Emmaüs. Mais au bout de ces 15 jours, s'il ou elle a pas trouvé de place, on est obligé de le raccompagner à la gare la plus proche ou la raccompagner. Et ça, c'est un moment très dur. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que en fait, il y a quand même un équilibre dans la communauté. Les Emmaüs, ils sont censés, en fait, il y a Emmaüs France, il y a une grosse structure nationale on pourrait finalement comparer ça au RSP. il y a le réseau en fait, mais finalement chaque Emmaüs, chaque communauté est indépendante financièrement normalement. Et du coup, si nous on vise 15 à 20 compagnons accueillis à terme, c'est que de toute façon on sait bien qu'avec une activité agricole on pourra pas faire plus. Parce que en fait ça générera jamais assez d'argent pour peut-être mais en tout cas, et c'est même pas forcément le but d'ailleurs, parce qu'en fait pour moi en fait des communautés de manière générale, à partir du moment où tu dépasses un certain nombre de gens qui vivent ensemble, ça devient encore plus compliqué à organiser, et puis ça recrée des processus de domination, etc. Il y a des moins bonnes communications dans le groupe, quoi. Alors, tu disais que ça fait assez peu de temps finalement que vous avez créé la structure. Aujourd'hui, quels sont vos espoirs et vos plus grosses difficultés aussi dans le projet ? Nos espoirs, ils sont que ça avance vite, qu'on améliore vite les conditions d'hébergement des compagnes et compagnons accueillis chez nous. On vient d'avoir une bonne nouvelle là, à l'été, qui était l'obtention d'un permis de construire sur toute une partie de la ferme, ce qui va permettre de pouvoir faire des logements en dur, en mode écolo, avec terre-paille, et même faire des toits de chaume. Donc ça va être je pense assez beau et assez chouette, et on va faire ça en chantier participatif à partir de l'été prochain. Donc je pense que ça va être des bons moments, et voilà, il y a quand même plein de bonnes nouvelles, dans le sens où jusque là nos 2 années de production de semences potagères, elles ont été vraiment prolifiques. On a vraiment des belles semences, des belles graines, on a des belles productions. Donc l'idée en fait, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais l'idée de la commercialisation de ces graines potagères, c'est que on fonctionne en don contre don avec plusieurs communautés qui veulent marcher avec nous dans tout le réseau Emmaüs. Donc donc les communautés en fait prennent chez elles un présentoir. Donc on a des jolis petits présentoirs en bois avec
Donc on leur préétablit une gamme, ou alors ils choisissent une gamme je crois que par présentoir il doit y avoir 37 variétés, un truc comme ça, ou 37 types de sachets. Et donc ça peut être un présentoir, 2 présentoirs pour avoir toute la gamme de 2023. Et donc voilà, ils nous aident en fait par leur réseau et par leur circuit de commercialisation à commercialiser nos graines. Après, on attend un petit peu du réseau Emmaüs, mais on est aussi en train de chercher d'autres partenaires pour pouvoir distribuer nos graines. On est en train de monter notre site internet aussi, qui devrait être prêt avant Noël. Donc voilà, ça se met en place tranquillement, mais sûrement, je pense que voilà, il y a quand même plein de choses chouettes. Après, les difficultés, je pense que on est parti dans ce projet avec beaucoup d'idéaux. Je le disais tout à l'heure, on était beaucoup des anciens du réseau Semences Paysannes, et en fait dans le réseau Semences Paysannes, juste avant qu'on lance ce projet du maquis, on avait été accompagné par l'université du Nou, et autrement dit pour essayer justement de mettre en place d'autres types de gouvernance. Et voilà, essayer de pouvoir fonctionner sur les principes de la sociocratie, etc. C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place au maquis et qu'on a eu du mal, clairement, voilà, on va pas se cacher, qu'on a eu du mal à appliquer au maquis, dans le sens où je pense que c'est des concepts qui sont très intéressants, mais qui sont déjà difficiles à mettre en place dans des milieux très militants, avec des gens qui sont politiquement déjà engagés, tous et voilà, tous un peu en fait, il y a une histoire de vouloir aller tout le temps tous dans le même sens. En fait, à partir du moment où en fait tout le monde a un objectif commun et a à peu près le même bagage de connaissances et de formation un peu politique, je pense que en fait on peut tous faire des efforts pour essayer de fonctionner un peu différemment et voilà, parce que on a cet objectif commun. Je pense que alors que dans un Emmaüs, voilà, c'est un trépied, il y a des bénévoles, des salariés et donc des compagnes et compagnons qui sont accueillis. Et je pense que dans le trépied, en fait, chacun a des affects, des besoins, des envies, même pour le futur, qui sont très différentes. Là, en fait, on offre aux gens qui sont accueillis une activité agricole, un projet autour de la semence, etc., qui nous, salariés et nous, conseil d'administration, nous paraissent super et entraînants, etc. Mais forcément, en fait, ça peut pas correspondre à tout le monde. Et donc c'est assez difficile en fait de mettre ce genre d'outils en place dans ce genre de contexte. Et je pense que voilà, on a encore à chercher un équilibre pour que voilà, la communauté qu'on sorte d'une conception très pyramidale en fait à la base qu'on peut retrouver dans quelques-unes des communautés un peu plus classiques, mais voilà, qu'on essaye de trouver un juste milieu, tout simplement. Et bien peut-être une dernière question avant de te poser les 2 questions signature du podcast. Ce serait un peu quelle relation ou quelle logique tu vois entre justement ces notions de semences paysannes et d'accueil de personnes en majorité en situation d'exil. Enfin, voilà, on est aussi aux rencontres internationales des semences paysannes. Qu'est-ce que toi tu fais comme lien entre ces 2 aspects-là ? J'ai fait un atelier hier dans lequel quelqu'un disait très justement que quand tu étais en situation d'exil, souvent en fait tu pouvais pas emporter tes meubles, des trucs volumineux dans ta maison, etc. Mais il y avait plein de familles qui, quand elles partaient de chez elles, elles emmenaient un petit sac de graines. Et finalement, en fait, ça fait partie du bagage culinaire, intellectuel. On a certainement déjà dû en parler dans ce podcast. Et je pense que les semences, elles ont vraiment cette espèce de valeur un peu, cette espèce de Madeleine de Proust du pays et de tes origines, etc. Enfin, en tout cas, et c'est d'autant plus vrai pour les gens des pays du Sud. Nous, je pense qu'en fait, en Europe, vu que elles ont presque disparu il y a déjà 2 ou 3 générations, on a perdu déjà un peu ça. Mais si on en parle à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y a peut-être déjà plus de facilité à ce qu'ils se rappellent de souvenirs qui sont liés à une semence ou une pratique agricole, etc. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de très présent encore pour beaucoup de gens des pays du Sud. Et voilà, et je l'ai vu avec Moussa, par exemple, un des compagnons qui est chez nous en ce moment et qui est peut-être un de ceux qui s'intéresse le plus au travail du jardin, etc.
Et on a été aux rencontres internationales d'Emmaüs là, qui se tenait il y a 3 semaines à Poitiers. Et il y avait plein de représentants de pays africains. Et je pense que là, Moussa, il s'est rendu compte voilà, en fait, cette année, il a cultivé beaucoup de choses en fait qui venaient de chez lui, des graines qu'il s'est fait envoyer par sa famille, de sorgho, d'arachide, de mil, des poivrons, des piments, enfin différents trucs. Et je pense qu'il s'est vraiment rendu compte à ce moment-là voilà, de la valeur de tout le travail qu'on faisait, de l'importance de ce travail, voilà, qui relie les gens, qui fait vraiment beaucoup de liens, quoi. Super, ça fait une bonne conclusion. Eh ben, merci Charles. Du coup, les 2 questions qu'on pose habituellement sur le podcast Cultiver la biodiversité, c'est d'abord justement pour toi, c'est quoi la biodiversité cultivée ? On a beaucoup parlé de semences paysannes, donc est-ce que tu vois une différence entre les deux ? Voilà. Comment tu définis la biodiversité cultivée ? Moi, j'arrive pas trop à voir de différence entre les deux, vraiment. Mais après, j'y ai pas réfléchi très longuement, je t'avoue, mais je me suis pas posé la question. Mais pour moi, en fait, c'est la même chose. Tu veux que je te donne ma définition des semences paysannes ou... Ah bah oui, si, carrément. C'est marrant parce qu'en fait, j'avais fait à l'époque où j'étais impliqué dans le conseil d'administration du réseau, j'avais participé à justement l'écriture de la définition de cette semence paysanne, et je sais que ça avait été très très complexe à l'époque de trouver quelque chose sur lequel on était tous d'accord et de tomber sur les bons mots et les alors je les aurais plus maintenant parce que ça fait très longtemps, mais bah voilà, pour moi une semence paysanne c'est la semence par et pour les paysans. Et donc c'est finalement dans ça veut tout dire, hein. Pour moi, il y a à la fois une portée politique profondément autonomiste, anticapitaliste, etc. derrière tout ça. Et en même temps, et on l'a très bien vu avec le film projeté hier soir par exemple, il y a aussi toute une dimension poétique et voilà, d'une certaine beauté, d'une certaine poésie, d'une certaine magie qui a derrière ce fait de cultiver génération après génération des semences, les accompagner. Il y a vraiment ce truc où on les cultive, on les récolte, on les sèche, on les mange, on les recultive, on les récolte, on les sèche. C'est voilà, cette espèce de chemin, vraiment de chemin commun en fait, où en fait elles nous suivent toute notre vie et elles évoluent avec nous. Mais finalement, je sais pas si c'est nous qui finalement leur ressemblons un peu ou si c'est elles qui nous ressemblent, mais enfin en tout cas il y a un truc qui se crée, quoi. Donc là, le film dont parle Charles, il s'appelle Entre tes mains. C'est un film qui a été réalisé par Aurore Émail. C'est un magnifique film qui dresse le portrait de Marie Bonneville, une agricultrice du jardin de Rocambole, de la vallée de la Roya, et qui est engagée dans la préservation de la biodiversité cultivée. Oui, il y avait cette question justement de qui a commencé à apprivoiser qui, et c'était assez beau comme réflexion. C'était un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Et justement, alors les semences, tu as dit, on les cultive pour se nourrir. Et donc la deuxième question signature du podcast, c'est est-ce que tu aurais une idée de recettes que tu fais ou que tu aimes bien à partir d'espèces et ou de variétés paysannes ? Alors, une recette qui est vraiment liée à une variété particulière, j'en aurais pas comme ça en tête, mais en fait, moi, ce qui me vient tout de suite dans la tête, c'est les paniers de cet été que je récupère dans la map en dessous de chez moi, là, du copain Maxime, qui fait toute une myriade de tomates toutes plus magnifiques que les autres, et en fait juste une bonne salade de tomates avec des tomates tellement juteuses et goûteuses. En fait c'est tout simple, mais voilà, ça se passe de commentaires, c'est génial. Un peu d'huile d'olive et c'est bon. Et voilà. Ok, et ben on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Charles d'avoir bien voulu partager cette chouette aventure qui est Emmaüs le Maquis. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de Cultiver la biodiversité bientôt. Merci à toi. Encore merci beaucoup à Charles d'avoir accepté de partager son expérience à Emmaüs le Maquis avec nous.
Si vous voulez en savoir plus sur les rencontres internationales des semences paysannes, je vous invite à aller sur le site de l'association SOL ou encore sur les réseaux sociaux de la Maison des semences Maralpine. Vous pourrez notamment avoir des petits résumés de ces rencontres, mais aussi regarder les replays de beaucoup de conférences qui ont eu lieu pendant ces rencontres. Ces rencontres ont vraiment été un temps très important, surtout avec la thématique semences et migration, et ça nous a beaucoup fait réfléchir avec Estelle. Si vous voulez entendre l'introduction du plateau radio par Radio Tout Terrain, qui présente notamment un peu plus généralement les rencontres internationales, je vous invite à aller sur le site de Radio Tout Terrain ou sur leurs réseaux sociaux. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et puis, si vous le pouvez, vous pouvez nous soutenir sur la plateforme de dons Libérapay. À bientôt pour un nouvel épisode de Cultiver la biodiversité. Et n'oubliez pas, Pour sauver la biodiversité, mangez-la!